Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Uwe Diegel, je suis en fait fabricant de matériel médical depuis une vingtaine d'années. Grosso modo, je fabrique à peu près 50% de tous les petits matériels de diagnostic vendus en Europe à travers des marques différentes. Et il y a quelques années, j'ai eu l'idée de connecter les appareils à un smartphone et soudainement, une nouvelle génération d'appareils est arrivée. 2015 était une année particulièrement importante. C'est l'année où le monde entier a réalisé que tout ce qui pouvait être connecté allait être connecté. Ce n'est même plus une question. D'ici 3 ans, vous serez incapable d'acheter un objet qui est non connecté. Que ce soit un four, une voiture, un frigo, une fourchette, un verre pour boire, tout ce qui peut être connecté sera connecté. Donc ça va générer des quantités absolument inimaginables de données. Et la question est, qu'est-ce qu'on va faire avec ces données? C'est un fait acquis aujourd'hui. On sait que toutes les réponses sont dans le cloud. On ne sait pas encore quelles vont être les questions et comment est-ce qu'on va les utiliser. Et aujourd'hui, j'entends souvent les gens agiter le fantôme de la sécurité des données et j'aimerais un peu assuager les peurs de tout le monde là-dessus. Je pense que chaque décennie est définie par une technologie, les années 60, une technologie ou un événement. Les années 70, c'était le Vietnam, ensuite le disco dans les années 80, Miss Disco. Et ensuite, je pense que notre génération, la génération de 2010, sera définie comme la génération qui a abandonné son droit à la vie privée. Malheureusement, c'est un fait accompli. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait est suivi et fiché, que vous ayez sur Google, que vous tapiez un mot de recherche, vous allez être analysé sur ce que vous mettez dans vos moteurs de recherche. En fait, il y a aujourd'hui 3 types de données médicales. J'entends souvent les mêmes platitudes que la frontière entre le bien-être et la santé est tout doucement en train de s'estomper, mais c'est faux. En fait, c'est très facile de dire la différence entre le bien-être, la santé, mais il y a un 3e type de données aussi. Donc, le premier type de données, le truc qui est le plus simple, ça s'appelle les données de bien-être. Les données de bien-être, c'est les données de poids, de nombre de pas, que de toute façon, même si c'est utilisé à des fins médicales, sont encore dans la perception du grand public des données de bien-être et les gens sont les premiers à les partager sur Facebook de toute façon. Ils mettent « Ah, je suis allé courir ce matin, j'ai fait 12 000 pas » et tout le monde est très fier. Donc les données de bien-être sont insignifiantes en tant que protection dans l'œil du grand public. Ensuite, on a les données, ce qu'on appelle de santé. Les données de santé, c'est celles qui définissent la gestion des pathologies chroniques, le diabète, l'hypertension, la sclérose en plaques, ce genre. Et toutes ces données, en fait, généralement, les patients eux-mêmes, ils sont ravis de les partager. Ils sont ravis de les partager en échange d'un service, en échange d'une amélioration de leur mode de vie. C'est un phénomène qu'on appelle « data for good », où les gens, en fait, on leur propose quelque chose. Alors, depuis septembre, le meilleur exemple, depuis septembre 2012, je gère l'étude eHeart avec la Fondation du Cœur américaine. Tous les jours, j'ai 1,1 million de patients qui envoient leurs données de tension artérielle et des données de tension artérielle, de viscosité artérielle, viscosité sanguine à la Fondation du Cœur. Je n'ai pas vendu 1,1 million de tensiomètres en plus. Aujourd'hui, sur mon cloud sécurisé, hébergeur de données de santé agréées, etc., j'ai 2,9 millions d'utilisateurs, 1,6 million d'utilisateurs de tensiomètres. Les utilisateurs de tensiomètres, ils ont seulement reçu un push sur leur application disant « Cher Yves, acceptez-vous de partager vos données anonymes de tension artérielle avec la Fondation du Cœur pour faire la recherche épidémiologique ?» Et sur 1,6 million de personnes, il y en a 1,1 qui ont répondu oui. Et aussitôt qu'on peut convaincre le patient de choisir de partager ses données, on a traversé cet écueil de la sécurité des données. Mais il y a un 3e jeu de données que les gens, ils n'en parlent pas souvent, c'est ce qu'on appelle les données de maladie. Les données de maladie, c'est celles qui vous définissent dans les yeux des autres et qui sont encore plus importantes à protéger. C'est les données de cancer, les données de sida, de troubles psychiatriques. Et ça, les gens ne veulent absolument pas les partager et doivent être protégés encore plus que les autres. Mais toutes ces données, aujourd'hui, en tant qu'hébergeur de données de santé agréées, je suis obligé d'être plus blanc que blanc et de les protéger tous de la même manière. Mais d'ici 5 ou 6 ans, quand tout sera connecté, il y aura une différenciation naturelle qui va se faire. Aujourd'hui, dans la santé, en France particulièrement, en France, en Italie, au Portugal, les pays avec une santé socialiste. Ou socialiste, je veux dire que la perception de la santé est que c'est un droit qui doit être gratuit. On est dans la même situation que l'Internet l'était en 98. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce programme. En 1998, Internet a été intégré pour la première fois dans les ordinateurs en natif. Avant 1998, le modem était séparé, il fallait le brancher. Et en 98,
tous les ordinateurs étaient équipés avec Internet. Et ça, c'est sorti, Internet, le danger. Qu'est-ce que ça va faire à nos enfants? Qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui, on pourrait remplacer ça par ce slide. Aujourd'hui, on parle de la santé connectée, le danger. Qu'est-ce qui va se passer? Il est vrai qu'aujourd'hui, on a des problèmes sur la santé connectée parce que c'est une nouvelle science. On est en train d'apprendre qu'est-ce qu'on va faire avec les données, comment est-ce qu'on va les utiliser. Il y a 3 grands problèmes aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'abordabilité. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, la santé connectée est un truc de riche. Ce sont des appareils qui sont achetés par des gens qui choisissent de les acheter. Généralement, par exemple, une grande proportion des gens qui achètent un objet connecté, ils n'en ont pas besoin. Ils achètent ça parce que c'est cool, c'est tendance et ça permet de faire des beaux programmes. Mais aujourd'hui, si on veut passer à une santé curative, il faut utiliser les technologies. Mais si on veut faire de la santé préventive, il va falloir réduire le coût de cette technologie. Si vous faites un programme de gestion de pathologies chroniques sur 1 million de patients ou 500 000 patients, on ne peut pas avoir des appareils qui vont coûter 30, 40, 50 $. C'est physiquement impossible. Il y a aussi la notion d'ubiquité. C'est que si on est une instance publique où on veut faire un vrai programme de gestion de pathologies chroniques, on ne peut pas se dire « Ah ben moi, chez Malakoff Médéric, je vais faire un programme de gestion du diabète, mais que pour les gens qui ont un iPhone ». Il faut vraiment que ça touche 100% des utilisateurs. On sait aussi que les personnes âgées n'utilisent pas encore les smartphones. Il y a 20% de tous les téléphones vendus en Europe dans les 5 prochaines années qui n'iront jamais sur Internet. Parce que les personnes âgées, même s'ils ont un smartphone, ils s'en servent comme d'un téléphone. Donc il y a encore un petit travail à faire éducationnel sur l'utilisation des technologies. Et le 3e problème, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup trop de téléphones différents. Il y a aujourd'hui 399 fabricants de téléphones Android avec 3997 modèles différents. Il est impossible d'avoir une solution qui fonctionne sur tous les téléphones. C'est Marcel Proust qui disait « Le vrai voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à regarder les choses avec de nouveaux yeux. » La santé est en train de changer, on est en train de créer de nouvelles technologies pour trouver des solutions. Dans 5 ans, on ne reconnaîtrait pas la santé d'aujourd'hui. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent. L'ADN, c'est le livret d'instructions pour écrire la vie. Là, on a déchiffré cet alphabet, on n'a pas encore commencé à écrire des nouveaux romans avec, mais c'est en train d'arriver. On a la nanotechnologie, d'ici quelques années, on sera capable d'injecter des nanorobots dans vos artères qui vont se nourrir de plaques et de cholestérol, qui vont nettoyer les artères, l'intelligence artificielle. J'ai vu un programme en Russie, ils sont en train d'imprimer un cœur à partir de cellules souches. Ils font la même chose en Israël avec un pancréas. Le big data, la robotique, la thérapie par cellules souches, tout ça, ce sont les nouvelles technologies. D'ici quelques années, je ne dis pas qu'on va complètement éliminer la mort, mais ça va être de plus en plus difficile de mourir de mort naturelle. Quelques petites statistiques. Vous savez que chaque année, on rajoute 3 mois de longévité à notre vie. Évolution naturelle. Si quelqu'un a eu un bébé en 2015, il a une chance sur 3 de devenir centenaire et 1,66% de chance de devenir centenaire. Aujourd'hui, on est comme ça au niveau de l'évolution technologique. On est vraiment ici sur le coude de la technologie. Dans 5 ans, il y aura une nouvelle technologie. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est la longévité humaine sur les 100 dernières années. En 1900, on avait un âge moyen de 47 ans. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, on est à 82 pour les hommes, 84 pour les femmes. Tous les 3 mois, on rajoute un peu plus. Donc, une question piège. La population sur la planète Terre en l'an 0. 200 millions de personnes. Ça a pris 1790 ans. C'était en 1790 qu'on a atterri 1 milliard de personnes. Vous savez combien de personnes étaient sur la planète quand moi je suis né en 1965 ? 3,5 milliards. Dans ma vie de 50 ans, on a doublé ça à 7,4 milliards de personnes. Tout ça en train de générer des données. Ça, c'est le premier ordinateur de IBM, 1967. La NASA s'est servie de 2 de ces ordinateurs pour envoyer les hommes sur la Lune en 69. Le Cray Supercomputer, le premier énorme ordinateur qui pouvait gérer un pays, est créé en 1974. Un iPhone 6 est 1000 fois plus puissant qu'un Cray Supercomputer de 74. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 7,4 milliards de personnes qui ont accès à une puissance computationnelle 1000 fois plus puissante que celle d'un Cray Supercomputer de 74. L'homme de 150 ans est déjà né, il arrive, on est en train de générer des quantités invraisemblables de données. Aujourd'hui, on a un rendez-vous avec l'histoire pour commencer à se servir de ces données plutôt que d'essayer d'agiter le fantôme de la sécurité des données. Merci infiniment.